Relations internationales. Vous devez savoir que international ici ne renvoie pas à inter-État, étatique, parce que c'est deux expressions différentes, c'est deux mots différents. Quand on dit relations inter-étatiques, on fait référence aux relations entre les États, uniquement entre les États. Est-ce que vous comprenez? Or, les relations internationales ne se limitent pas aux relations entre les États. Dans les relations internationales, on prend en considération le fait étatique, mais aussi d'autres faits qui sont des faits non étatiques, mais qui structurent, configurent, routinisent et influencent le cours de la scène internationale. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'époque où il n'y avait que les États qui étaient considérés comme étant les seuls acteurs des relations internationales, il n'était pas faux de dire relations inter- et étatiques, parce que c'était une affaire d'État. C'était une affaire réservée aux seuls États. On préférait donc dire relations inter-étatiques. Mais on est dans la période westphalienne des relations internationales, où l'État est considéré comme étant le seul acteur des relations internationales. C'était la seule entité qui avait la qualité, le pouvoir et les moyens de faire la guerre, de faire la paix, de se projeter sur la scène internationale. C'était la seule entité. Mais les choses vont évoluer au fil des années, notamment après la chute du mur de Berlin. En quelle année? La chute du mur de Berlin, c'est en quelle année? Quelle année? 1989. Après la chute du mur de Berlin, il y aura une irruption de nouveaux acteurs sur la scène internationale. L'État va cesser d'être le seul acteur des relations internationales. Désormais, la scène internationale sera l'affaire à la fois des États. Si vous voulez, la scène internationale deviendra un espace de projection des acteurs multiformes. Et parmi ces acteurs, on a l'État, qui est l'acteur traditionnel, mais on a de nouveaux acteurs, des acteurs dits transnationaux, même si ce sont des acteurs dérivés de l'État. Donc, vous aurez à côté de l'État désormais les associations d'État, c'est-à-dire les organisations internationales. Vous aurez les acteurs non étatiques, notamment les ONG, les firmes multinationales, les groupes armés, les groupes privés, les groupes armés, ce qu'on va appeler les groupes terroristes, etc. Et vous aurez l'individu. Donc vous voyez que c'est une affaire qui intègre à la fois les États, les individus, les entreprises, les organisations de la société civile. Et donc on ne peut donc plus dire relation inter-étatique, parce que la réalité internationale n'est plus produite par les États uniquement. Elle est désormais produite à la fois par les États, mais aussi par d'autres acteurs. Donc on va donc dire relation internationale. International ne veut pas dire inter-étatique. International veut dire entre les nations. Et je vous ai dit que la nation repose fondamentalement sur quel acteur? L'individu dont le peuple, les communautés, les individus, qui peuvent être organisés en État, organisés en entreprise, organisés en ONG, agir individuellement. Donc d'où la préférence et relations internationales. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc, au fond, quand on dit relations internationales, ça implique quelque chose. Ça implique la variété d'acteurs qui contribuent à la production du fait international. Et quand on dit relations inter-étatiques, ça trahit une acception.
c'est la section statocentrée des relations internationales. C'est la section westphalienne des relations internationales. Or, quand on dit international, alors je mets le trait d'union, vous ne le mettez pas, je le mets pour que vous voyez très bien qu'il y a inter et puis là. Quand on dit international, ça trahit quelque chose. Ça trahit quelque chose. On parle de relations multicentrées. Très bien, multicentrées. Et multicentré, ça veut dire qu'on a une acception post-westphalienne. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc si on vous donne... Vous avez deux tableaux, en réalité, deux lectures, deux grilles de lecture. Vous avez une première grille de lecture qui a souvent privilégié l'expression interétatique. Et je vous dis que lorsque vous entendez un spécialiste parler des relations interétatiques, ça veut dire qu'il a exclu dans sa lecture les autres acteurs des relations internationales. Il ne parle que du fait international qui est produit par les États. Parce que interétatique veut dire entre les États, uniquement entre les États. Est-ce qu'on se comprend? Et on dit en relation internationale que l'analyse de ce monsieur, vous direz par exemple que l'analyse de ce monsieur est une analyse statocentrée. Parce qu'il centre son analyse sur l'État. Techniquement, ça veut dire qu'il a une perception, une appréhension westphalienne des relations internationales. Par contre, quand vous entendez quelqu'un dire les relations internationales, implicitement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il fait référence à la multiplicité des acteurs qui contribuent à la production des relations internationales. Et on dit donc que son approche est multicentrée. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Multicentré, ça veut dire qu'il a rompu avec la conception classique qui était westphalienne. Et désormais, il est dans la conception post-westphalienne. Est-ce qu'on se comprend? Si on vous donne un sujet, par exemple, on vous dit la structure post-westphalienne des relations internationales. Vous devez savoir qu'on veut que vous parliez des acteurs des relations internationales tels qu'ils se donnent à voir aujourd'hui, avec un dépassement, si vous voulez, un déplacement du curseur du statocentrisme vers le multicentrisme. Donc, post-westphalienne fait allusion à la diversité d'acteurs, à la multiplicité d'acteurs, au dépassement de l'État en tant qu'acteur majeur dans la production des relations internationales. Or, westphalienne le dit, la conception westphalienne des relations internationales est statocentrée et fait de l'État le seul acteur des relations internationales. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais revenir là-dessus. Je sais que je vais revenir dessus. Comment vous travaillez ici là? Vous préférez qu'on dise que le cours comme le support? Comment vous travaillez? On donne le support. On donne le support. Vous préférez ça, le support? Vous préférez qu'on dise que le cours? Oui. Qu'on dit et on donne le support. Ah oui, ça c'est aussi une possibilité. Tout autre chose. Vous ne parlez pas. Vous vous appelez comment? Béni. 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 Quelle nationalité? Congolais. Vous, mon ami. Vous. Pardon? Quelle nationalité? D'accord. Mon ami, vous êtes de cette classe. Vous vous appelez comment? Pardon? Sadouam Chaponias. Vous êtes camerounais? Et vous? Vous êtes ivoirien? Ah non, vous l'avez présenté, c'est plutôt lui qui se va présenter. Moi,
c'est Gerda Sompa, nationalité congolaise. Jardin. Gerda Sompa. D'accord. Sympa. Sompa. Mon ami. Je suis Noédi Lara, Quelle nationalité? congolaise. Vous avez des noms qui sonnent genre. En fait, ce qu'on va faire, d'accord, c'est que je vais envoyer le support numérique au début. Et à partir de demain, vous venez avec vos supports. On va procéder par l'explication du cours. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le cours est relativement dense. Si je remets à le dicton, on ne va pas s'en sortir. On ne va vraiment pas s'en sortir. J'ai l'impression que c'est une semaine de cours. Voilà. On ne peut pas s'en sortir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'explique le cours. Quand vous pouvez prendre les notes, aujourd'hui, vous prenez les notes, mais il y aura un support numérique. Le support physique, ça demande que mais je vais envoyer le support numérique. Et comme ça, à partir de demain, vous venez avec le support numérique. Je vous explique le cours, vous posez des questions par rapport à ce que vous avez lu. C'est mieux, n'est-ce pas? Donc, je continue avec les explications. Donc, vous devez savoir, ça c'est en guise d'introduction, que les relations internationales renvoient à un ensemble de phénomènes, à un ensemble de relations, à un ensemble d'accords qui sont noués entre les acteurs des relations internationales. Ces acteurs peuvent être des acteurs étatiques ou des acteurs non étatiques. Donc ne me définissez plus les relations internationales comme étant un ensemble de relations, d'accords, n'est-ce pas, signés entre les États. Non. Si vous dites que c'est un ensemble de relations, d'interactions, d'accords signés entre les États, vous faites allusion aux relations inter-étatiques. Or, je viens de vous faire comprendre que les relations internationales intègrent d'autres acteurs. Donc, vous pouvez définir les relations internationales aussi comme un ensemble de phénomènes qui sont produits sur la scène internationale par une variété d'acteurs de nature étatique et non étatique. Et là, vous avez les relations internationales. Ça veut dire que quoi? Quand on dit un ensemble de phénomènes produits sur la scène internationale, il y a une multiplicité d'acteurs d'ordre étatique et non étatique. Qui peut me citer un exemple de phénomène qui est produit sur la scène internationale et qui participe de ce qu'on pourra appeler les relations internationales, et qui est un objet des relations internationales? Oui, la coopération. La coopération est un fait qui est produit par des acteurs des relations internationales. Ces acteurs peuvent être des acteurs étatiques ou des acteurs non étatiques. Par exemple, une coopération peut être signée entre deux États. Là, c'est l'acteur étatique. On dit que cette coopération, qu'elle est comment? Bilatérale. Une coopération peut être signée entre plusieurs États dans le cadre d'une organisation internationale. Et je vous ai dit que désormais, les organisations internationales sont aussi des acteurs des relations internationales. Alors, cette coopération qui est entretenue dans le cadre, par exemple, de l'Union africaine, est dite coopération multilatérale, parce qu'elle implique une diversité d'États. Mais maintenant, vous savez très bien qu'il existe des accords qui sont signés entre les États et les entreprises internationales, ce qu'on appelle les firmes multinationales. Je vous prends un exemple. Pour l'organisation de la CAN au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous avez très bien vu que l'État a signé des partenariats avec Total, par exemple. Est-ce que Total est un État? Total est une firme multinationale. Mais il y a des accords qui peuvent être noués entre les États et les firmes multinationales. Vous comprenez? Et qui participent de la production des phénomènes internationaux. Par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations est un phénomène international. Vous voyez très bien qu'elle mobilise une variété d'acteurs et d'États.
comprenez? Vous voyez là, je sais que les femmes ne comprennent pas les affaires de la canne là. Qui a regardé la canne à la télé? Oui, vous. Non, les filles. Vous connaissez la canne, non? Je sais qu'en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Bon, excusez-moi, je sais que vous ne connaissez pas le football. Non, c'est une façon de parler les Cameroun. Non, je sais. Vous avez déjà une étoile, non? Voilà. Je sais aussi qu'il y a la RDC, le Congo Kinshasa, qui a 2 étoiles ou 3 étoiles. 3 étoiles. Voilà. Non, je vous intriguais juste. Mais, alors, lors de la CAN, c'est combien d'États désormais? Combien d'équipes? Au départ, c'est combien d'équipes désormais? Non, au départ, on est quitté de 16 équipes à combien? C'est compliqué. Hein? Je vais vous poser cette question dans l'examen. Hein? La Coupe d'Afrique des Nations, c'est combien d'équipes au départ? Combien? Non, pas 20, plus maintenant. 24. Oui, 24 équipes. À l'époque, c'était 16. C'est 24 équipes au départ. C'est pour ça qu'il y a les 8e de finale aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas les 8e de finale. Parce qu'il y avait 16 équipes au départ et on passait directement au quart de finale. Mais depuis la CAN au Cameroun, on est passé à 24 équipes. En Côte d'Ivoire, c'était 24 équipes. Au Maroc, c'était 24 équipes. Donc après les phases de poule, on passe au 8e de finale. Après le 8e de finale, on passe au quart de finale. Et après le demi-finale, ensuite la finale. Donc vous voyez, la CAN mobilise au moins 24 États. J'ai dit au moins parce qu'il n'y a pas que les États qui compétissent, qui sont mobilisés. La CAN mobilise au moins 24 États africains. Mais est-ce que la CAN ne mobilise que les États? Non. Elle mobilise les supporters qui sont des individus de part et d'autre du monde entier. Il y a des gens qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie pour venir regarder les matchs. Et puis il y a des gens qui sont chez eux qui regardent les matchs, qui sont mobilisés en fait autour de la CAN. Mais s'il n'y a que les supporters, est-ce qu'il n'y a que les États et les supporters? Non. Vous avez souvent vu les sponsors, n'est-ce pas? Les sponsors généralement sont des firmes multinationales. Vous allez voir Adidas, Nike, Coca-Cola, c'est pas Total. Il y a pas mal de sponsors qui sont mobilisés. Ça mobilise les hommes d'affaires, etc. Donc voilà un phénomène international. Est-ce que c'est un phénomène international simplement produit par l'État? Je prends un autre. Qui me cite un autre phénomène international? Oui, bon, sortons. On a pris le phénomène sportif. Sortons du phénomène sportif. Vous avez cité la coopération, c'était très bien. Un autre phénomène international. L'intégration régionale. Est-ce que l'intégration régionale n'est qu'une affaire des États? On appelle l'intégration par le haut. Prenons l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est combien d'États? Combien? 6 États. Très bien. Madame là-bas, vous avec les lunettes, citez-nous les 6 États de la CEMAC. Oui. Quel Congo? Vos frères congolais sont en droit de se fâcher, parce que là, oui, honnêtement, quel Congo? Congo-Brazza, très bien. Ensuite, suivant. C'est d'où? Madame, elle a oublié quel pays? Elle a oublié quel pays? Ah, c'est où, madame? Elle a oublié quel pays? Mon ami, elle a oublié quel pays? La République.
6 États de la CEMAC. Alors l'Afrique centrale, c'est 2 communautés économiques régionales, ce qu'on appelle les CER. C'est la CEEAC et c'est la CEMAC. Vous comprenez? La CEEAC, c'est la communauté économique régionale reconnue par l'Union africaine et par les Nations unies. La CEMAC est née après la CEEAC. C'est l'ancienne UDIAC. Mais elle est née en 1994 par le traité de N'Djamena du 16 mars. Mais la CEEAC, elle existe depuis 1984 en fait. Et elle regroupe 11 États. Parmi les 11 États, les 6 États de la CEMAC. Et ajouté aux 6 États de la CEMAC, il y a quoi? Hein? Sao Tomé et Principe. Quoi encore? Celui qui trouve les autres États, le bonbon, hein? Je donne 50 cash. Il faut qu'on commence à parler de la terre. C'est le cash maintenant. Oui, le Rwanda, très bien. Vous avez déjà cité Sao Tomé et Principe, le Rwanda. L'Angola, oui. Qui a dit l'Angola? Très bien. La RDC, bravo. Quoi encore? Il manque un dernier. Il manque un dernier. Oui, mon ami, c'est quoi le dernier? Le Togo? Non, pas le Togo. Le Togo, c'est l'Afrique de l'Ouest. En réalité, s'ils étaient ici, ils seraient en droit de se fâcher. Donc vous citez tout le monde sauf eux. Non, pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest. Le Burundi. Mon ami, mettez-vous de... Qui a dit le Burundi? Mettez-vous de... Vous êtes de quel pays? Vous êtes de quelle nationalité? Venez vous placer ici à côté de nous. J'aime vos photos aux esprits brillants. J'espère que ce n'est pas ChatGPT. Il a l'ordinateur ouvert, c'est comme si... Mon ami, ce n'est pas ChatGPT, j'espère. D'accord. Venez vous asseoir ici. C'est bien, hein? C'est bien ça. Donc vous avez le Rwanda. Vous savez que pendant un bon bout de temps, le Rwanda était sorti. Et le Rwanda est revenu après un bon nombre d'années passées à l'Est. Vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi, vous avez la RDC, vous avez l'Angola, et vous avez Sao Tomé et Principe. Alors, je comprends un peu l'embarras de certains, de savoir que l'Angola est dans l'Afrique centrale, parce que l'Angola est aussi dans la SADC. Vous comprenez? South African Development Community. En fait, c'est la SADC, c'est l'organisation en Afrique australe, dans l'Afrique du Sud. Vous comprenez? L'Afrique est divisée en combien de communautés économiques régionales? Combien de régions d'abord? L'Afrique est divisée en combien de grandes régions? C'est pour que vous compreniez très bien en fait ce qu'on a fait. L'Afrique est divisée en combien de régions? C'est combien de régions? Les grandes régions d'Afrique? Non, ce n'est pas 3. C'est 5. C'est 5. Vous comprenez? C'est 5, ok? Voilà. Quelle Afrique, quelle région et quelle région? Afrique du Nord. On va commencer par là. Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on a quelle serre? On a l'Union du Maghreb, Arabe, Humain. Vous avez compris? Hein? Ensuite, l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. On a quelle serre? Là, la SADC. Et ensuite, Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, on a quoi? La East African Community. East African Community. La communauté Est africaine. C'est CEA. Ensuite, on a quoi? L'Afrique de l'Ouest.
Il y a où qu'on se fâcher parce que depuis vous citez là, vous ne citez pas. Ici, il y a quoi? La CEDEAO. La CEDEAO. Et enfin, on a. Comment vous ne commencez pas par vous? À la fin, on a quoi? Non. La CEAC. Très bien. La CEAC. Ça, c'est le découpage qui a été fait par le plan d'action de Lagos. Suivez. Ça, c'est le plan d'action de Lagos. Maintenant, le plan d'action de Lagos ne va pas atteindre ses objectifs. Il sera remplacé en 1991 parce qu'on va appeler le traité d'Abu. Non, traité d'Abuja. Traité d'Abuja. On a dit quelle année? 1991. Le traité d'Abuja ambitionne de créer ce qu'on va appeler la communauté économique africaine. Communauté économique africaine. C'est ça qui va donner lieu plus tard au marché commun africain. Ça passe également par une monnaie commune africaine. Donc ça, c'est le projet du traité d'Abuja de 1991. Mettre sur pied une communauté économique africaine qui est structurée autour d'une monnaie commune africaine, d'une banque commune africaine, d'un marché commun africain. Vous avez vu qu'on est encore à la deuxième étape, la ZLECAf. Vous connaissez la ZLECAf? La zone de libre-échange continentale africaine. Après la zone de libre-échange continentale africaine, on va aller vers le marché commun. Et le marché commun devra aboutir à une union monétaire. Et plus tard, voilà. Donc maintenant, le traité d'Abuja va estimer que ce découpage ne nous permet pas d'évoluer rapidement. Il faut encore créer des serres. Donc on va passer de... Ici on a combien de serres? 5 serres. Serre veut dire communauté économique régionale. On va passer de 5 serres à 8 serres. Il y a 3 autres communautés économiques qui vont être créées. Alors, ici, à l'humain, on va encore créer quoi? La Seine Sage. Jamais entendu parler. On va ajouter la Seine Sage. Ici, à la SADC, on va ajouter quoi? On ne va rien ajouter ici. En réalité, mais il existe une organisation qui n'est pas reconnue, qu'on appelle le COMESA. Le COMESA, c'est compliqué, hein? Donc, ici, à la East African Community, la communauté Est-Africaine, on va ajouter quoi? On va ajouter quoi? IGAD. Vous avez vu? IGAD. C'est ça qu'on va ajouter. Donc vous avez déjà combien de cercles qu'on a ajouté? 2. Officiellement, ça fait 2. Voici la première, voici la deuxième. Vous comprenez? Je vous ai dit que l'autre aussi, c'est comme la CEMAC ici, vous voyez. Ce n'est pas officiellement encore reconnu par l'Union africaine et par l'Organisation des Nations Unies. À la CEDEAO, on va ajouter quoi? Qui c'est ce qu'on va ajouter à la CEDEAO? Yahoo. L'UEMOA. Union économique et monétaire ouest africaine. Ici, on va ajouter l'UEMOA. Donc, on aura, en dehors des 5 autres, on aura ça et ça. Ça va faire 8 serres reconnues officiellement. Mais maintenant, à côté des 8 serres, je vous ai dit qu'il y en a qui vont aussi créer d'autres structures, notamment la CEMAC, le COMESA, etc. Alors maintenant, vous devez comprendre une chose. Les États adhèrent à ces communautés économiques régionales volontairement et peuvent se retirer quand ils veulent. C'est ce qui explique par exemple que vous voyez un pays comme le Rwanda. Le Rwanda est dans la SADC. Le Rwanda est dans la East African Community, Afrique de l'Est et dans l'Afrique centrale. Vous prenez un pays comme la RDC. Vous voyez la RDC. La RDC à la fois dans la CEAC, mais aussi dans la SADC.
Et la RDC a formulé une demande d'adhésion à la East African Community. Mais le Rwanda a refusé. Vous savez pourquoi le Rwanda a refusé? À cause oui, des intérêts. Mais maintenant, vous avez aussi un pays comme l'Angola. L'Angola est dans la CEAC et l'Angola est également dans quelle organisation? L'Angola est également dans quelle organisation? La SADC. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça l'enchevêtrement des serres, ou un État qui appartient à la fois au moins à deux serres, à deux communautés économiques régionales. Vous comprenez? En fait, le positionnement géographique ne vous impose pas l'adhésion à une organisation et ne vous exclut pas l'adhésion à une autre organisation. Donc vous pouvez être un pays qui est géographiquement situé en Afrique centrale et appartenir d'une manière ou d'une autre à une organisation qui appartient à l'espace régional austral. Vous comprenez? C'est pour ça, je vous prends un exemple. La RDC, géographiquement, est située où? En Afrique? En Afrique centrale. Alors, de ce fait, la RDC appartient à la CEAC et a aussi adhéré au sein de la SADC. Vous comprenez? Je prends un autre exemple. Géographiquement, le Cameroun appartient à quelle Afrique? Non. Géographiquement, le Cameroun est situé dans quelle partie de l'Afrique? L'Afrique? Vous avez peur de parler. L'Afrique de l'Ouest. Et ça a été un long débat au sein de l'école géopolitique gabonaise et camerounaise sur le positionnement géographique du Cameroun. Mais le Cameroun appartient à quelle serre? À la CEAC et ensuite à la CEMAC. Si vous prenez même le Tchad, géographiquement appartient à quelle partie de l'Afrique? C'est compliqué. Mais bon, c'est ça. Votre positionnement géographique ne vous impose pas une organisation régionale. Vous comprenez? Même si c'est un élément, c'est un critère à partir duquel vous adhérez à une organisation. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Ça, c'est les dynamiques d'intégration régionale. Est-ce que ces dynamiques d'intégration régionale sont le seul fait des États? Je reviens non à la CEMAC. La CEMAC est l'entité la plus proche de nous. On a dit que c'est 6 États. Est-ce que l'intégration régionale, c'est-à-dire qu'effectivement la libre circulation, le marché commun entre les populations des États de la CEMAC, est-ce que c'est une affaire qui ne concerne que les gouvernements? Non. Est-ce que quand vous circulez, c'est le gouvernement qui circule? Les gouvernements font leur sommet, ce qu'on appelle l'intégration par les airs. Vous voyez, quand il y a le sommet de la CEMAC, c'est le sommet de la CEAC. Vous voyez, ils prennent les avions, ils se rencontrent là, ils sont nourris au Britannique. Ils mangent du bon bonbon, avec du bon pétrus. Et ils reprennent les avions, ils partent. Et c'est ça l'intégration. Les qui matérialisent l'intégration régionale, ce sont les populations. Ceux qui circulent, ceux qui commercent, ceux qui font les transactions. C'est pour ça que vous devez savoir que tout phénomène international n'est plus le seul produit des États. Un autre phénomène international, la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que les États qui font la guerre? Vous savez qu'avant, il y avait que l'État qui était habilité à faire la guerre et à faire la paix. Notamment après la guerre des 30 ans. La guerre des 30 ans, elle est finie en quelle année? 50 francs cash pour celui qui trouve. Peut-être vous pensez qu'il est blanc. Je sors les 50 là. Hein? 50, ça vous achète le bonbon. Hein? La guerre des 30 ans est finie en quelle année? La guerre des 30 ans, c'est elle qui va déboucher à la mise sur pied du traité de Westphalie.
Donc elle va finir en 1648. Elle va commencer à 1618 et va finir en 1648. La guerre des 30 ans, qui va opposer l'entité religieuse aux entités politiques. Et avec l'instauration du traité de Westphalie, on va reconnaître à l'État sa pleine souveraineté et à lui seul la capacité de faire la guerre et de faire la paix. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure la conception westphalienne des relations internationales. Puisque là, l'État est au centre des relations internationales. Il est considéré comme le seul acteur des relations internationales. Mais aujourd'hui, est-ce que l'État est la seule entité capable de faire la guerre? La réponse est non. On est d'accord, non? La réponse est non. Vous voyez très bien qu'il y a d'autres entités qui ne sont pas des entités étatiques qui font la guerre. Par exemple, vous connaissez quelle guerre en cours aujourd'hui? La guerre? Bon, est-ce que c'est même une guerre? Ce n'est pas encore une guerre, c'est trop fort d'appeler ça guerre. La guerre entre Israël et la Palestine. Quoi encore? L'Iran? Alors, ces guerres sont comment? Inter-États. Mais à côté de ces guerres, est-ce qu'il existe d'autres guerres qui ne sont pas inter-étatiques? Du moins entre les États. Quoi par exemple? Mais où sont les Camerounais? Vous êtes en guerre depuis des années. Contre qui? Non, on n'a pas qualifié ça de guerre. Ne dis pas que je suis venu qualifier ça de guerre du Cameroun contre les anglophones. Jamais. Ça ne peut pas sortir de ma bouche. Le Boko Haram, est-ce que Boko Haram est un État? Boko Haram n'est pas un État. Boko Haram est un groupe terroriste. En fait, on dit que c'est un groupe terroriste. Et ils ne se considèrent pas comme des terroristes. Au contraire, ils nous considèrent aussi comme des terroristes. C'est que la notion de terrorisme est extrêmement subjective. C'est chaque État qui définit un groupe comme étant un groupe terroriste ou pas. Dans le Cameroun, que c'est les gars un jour et décider de nous considérer aussi comme un groupe terroriste et commencer à nous faire la guerre à partir de ce moment-là. Mais il faudrait que pour le faire, que nous ayons posé des actes assez graves. Alors, vous savez pourquoi je ne considère pas le conflit RDC-Rwanda comme étant une guerre? Parce qu'il y a les critères de définition d'une guerre. Vous comprenez? Alors, le conflit, tout conflit n'est pas une guerre. Pour que le conflit soit considéré comme une guerre, il faut que ce conflit produise par an au moins 999 morts plus 1. C'est la formule. Vous comprenez? Ça fait combien de morts par an? 1000 morts par an. Pour qu'il y ait guerre, il faut que le conflit qui oppose deux entités cause la mort d'au moins 1000 personnes par an. Pourquoi on parle d'une guerre? Tant que ce score-là n'est pas encore palpable, on ne parle pas encore de guerre. On parle de conflit, là on parle de tension, on parle de crise, on ne parle pas de guerre. Bon, maintenant, il peut arriver dans la terminologie que les acteurs politiques refusent le terme guerre pour des raisons qui sont les leurs. Vous comprenez? Pour masquer un certain nombre de choses. Par exemple, tout à l'heure, les gens ont voulu dire qu'il y a la guerre au Nouveau, ici au Cameroun. Je me suis abstenu d'acquiescer. Parce que dire guerre, ça sonne un peu trop fort. Même si les indicateurs de guerre sont rassemblés. Vous voyez? J'ai dit 1000 morts par an, n'est-ce pas? Évidemment, on a atteint le pic. Je crois en 2017-2018, on atteignait effectivement les 1000 morts par an. Mais dire qu'il y a guerre signifie que l'État du Cameroun est résolument entré en guerre contre une partie de son territoire. Et
Et donc, c'est dit qu'il y a une partie des Camerounais qui font la guerre à une autre partie des Camerounais. Vous voyez que ça sonne quand même péjoratif. Au niveau de RDC Rwanda, c'est plus que ça dans les statistiques. Oui, suivez. La guerre RDC-Rwanda, ou le conflit RDC-Rwanda, pour être plus précis, est complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a une configuration actorielle qui fait que, au départ, ce n'étaient pas les deux États qui étaient directement impliqués. Vous avez le M23, vous connaissez le M23, qui opère dans la zone du Kivu et de, comment on appelle ça, et de Goma. Vous comprenez? Et Goma est une zone frontalière qui met en relief, si vous voulez, en interaction la RDC et le Rwanda. Vous comprenez? À Goma, il y a un peuple frontière. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un peuple frontière. Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un peuple frontière tout à l'heure. Un peuple frontière, c'est un peuple qui est situé aux abords d'une frontière entre deux ou trois États, d'accord, mais qui effectivement partage les liens d'affinité, les liens familiaux, les liens sanguins. Mais ce peuple-là, tu le retrouves de part et d'autre, en fait, des deux côtés de la frontière. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à Goma, vous avez les Tutsis qui sont situés au Rwanda et qui sont situés au Congo. Vous comprenez? Donc, la frontière entre le Congo, la RDC et le Rwanda est une frontière qui est habitée par un même peuple, une même communauté. De part et d'autre part, de l'autre côté de la frontière. Et ce peuple-là, c'est le Tutsi. Et pendant longtemps, la guerre n'était pas, le conflit n'était pas ouvert entre les deux États, non. Le conflit était entretenu par le M23, le mouvement du 23 mars, qui est un groupe, entre guillemets, un groupe rebelle, qui opérait dans la zone de Goma. Et en opérant dans la zone de Goma, ce groupe-là, vous convenez avec moi que majoritairement il était constitué de qui? Les Tutsis. Ce groupe qui opérait dans cette zone-là avait l'adhésion de la communauté. Je vous ai dit que la communauté est essentiellement Tutsi. Et créait des problèmes au gouvernement congolais. Et Goma est une zone enclavée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est difficile pour les forces de défense et de sécurité congolaises de rallier rapidement Goma. Puisque c'est une zone qui est non seulement éloignée, située à la frontière, habitée par une communauté qui est majoritairement originaire du Rwanda, vous comprenez, mais qui se veut une communauté un peuple frontière, pas une communauté transfrontalière, mais un peuple frontière. Voilà pourquoi le M23 a voulu créer une sécession dans cette zone. Faire de cette zone une zone autonome, même pas à peu près comme ce qu'on voit au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun. Au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, les qui opèrent? Les ambazoniens. Les ambazoniens. C'est un groupe rebelle. Ils opèrent dans une zone qui est habitée par qui? Par les anglo. Pas les anglophones. Et les ambazoniens, est-ce qu'ils sont francophones? Ils sont anglophones. Quand ils opèrent, vous voyez très bien qu'il y a une forte adhésion de la population. C'était la même chose là-bas. Et plus tard, imaginez plus tard que le Nigeria dise donc que je veux faire la guerre au Cameroun sur la partie nord-ouest, voilà, nord-ouest, sud-ouest. Vous voyez qu'il sera difficile pour le Cameroun de faire cette guerre-là, si vous voulez. Vous comprenez? Il sera difficile pour le Cameroun de mener cette guerre, premièrement. Et deuxièmement, on ne doit pas considérer que les frasques ou les morts causées par les ambazoniens soient imputables à cette guerre. C'est-à-dire qu'avant la guerre entre le Cameroun et l'État du Nigeria, c'est un exemple que je prends, il y a d'abord eu une crise entre le Cameroun et une partie de sa population qui est la population anglophone, entretenue par les groupes, par les ambazoniens. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique?
Je reviens encore plus simplement. Au Cameroun, depuis 2016, la partie nord-ouest et sud-ouest, qui est aussi une partie reculée et périphérique du pays, est entrée en crise. Et on parle de crise séparatiste, crise sécessionniste, donc les qualificatifs varient en fonction, je vous ai dit, des enjeux, des intérêts. Et cette crise-là, je vous ai dit qu'au cours des années, au cours des années 2018-2019, voire 2017, elle nous causait plus de 1000 morts par an. Mais on ne l'a pas qualifié de guerre, parce que c'est péjoratif de la qualifier de guerre. Même si l'indicateur principal, le nombre de 1000 morts, a été observé, on ne l'a pas qualifié de guerre, parce que qualifier cette crise de guerre signifierait que le gouvernement camerounais fait la guerre à une partie de sa population. C'est pour ça qu'on s'est abstenu de qualifier ça de guerre. Vous comprenez? La même chose, quand vous déportez l'analyse, transposez l'analyse au niveau de la RDC, vous allez voir que la zone de Goma est en crise depuis. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle est en crise? Non. Elle est en crise depuis. Et cette crise est entretenue par qui? Par le M23, pas par le Rwanda. Même si on soupçonne, le Rwanda doit avoir toujours été derrière le M23. Mais maintenant, le conflit officiellement ouvert entre le Rwanda et la RDC date de l'année dernière, officiellement ouvert. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dans le nombre de morts à Goma enregistrés depuis des années, vous savez que c'est depuis des années qu'on a enregistré là-bas, on peut l'imputer plutôt au M23. Et vous savez très bien que le conflit entre la RDC et le Rwanda, quand il a été officiellement ouvert, a quand même trouvé un terrain fertile de pacification avec l'intervention de Donald Trump, qui va faire récemment, qui a appelé les deux principaux acteurs, voilà, les a fait asseoir, voilà, etc. Mais après, il a fait une déclaration fracassante. Il a dit que la RDC et le Rwanda m'ont demandé de venir faire la médiation dans le conflit qui nous opposait. Je l'ai fait, et de la plus belle des manières. Et ils m'ont demandé de venir exploiter les ressources qui sont là-bas, et c'est ce que nous allons faire. Il a fait cette déclaration-là. Donald Trump. Donc, c'est ça les relations internationales. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'amis dans les relations internationales. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'amis éternels. Il n'y a pas non plus d'ennemis éternels. Il n'y a que les intérêts éternels. En relation internationale, il n'y a pas d'amis éternels. Il n'y a pas d'ennemis éternels. Il n'y a que les intérêts éternels. Alors, c'est un peu faux de dire qu'il n'y a pas d'amis, parce qu'il y a quand même des saisons de solidarité entre les États. Des saisons d'intégration, de coopération entre les États, qui sont des coopérations pacifiques. C'est aussi faux de dire qu'il n'y a que les ennemis éternels, parce que l'ennemi d'aujourd'hui, en relation internationale, peut devenir l'ami de demain, ou l'allié de demain. Et l'allié d'aujourd'hui devenir l'ennemi de demain. Vous voyez très bien comment ça se configure. Vous savez que pendant longtemps, les États-Unis d'Amérique, c'était le principal allié de l'OTAN et donc de l'Europe. Avec la venue de Donald Trump, vous voyez très bien que depuis un temps, les choses, ce n'est pas trop ça. Donald Trump qui se permet de parodier le président français en pleine conférence. Emmanuel Macron, vous voyez comment il y a une je sais pas, une caricature d'une figure aussi respectable qu'Emmanuel Macron, président d'une des plus grandes puissances du monde, je crois c'est dans le top 10 la France, je crois 7e puissance ou 6e puissance du monde. Donc vous voyez un président qui était l'allié d'hier, qui parodie l'allié d'hier aujourd'hui en public. Ça signifie qu'il y a une détérioration progressive de leur lien d'affinité. Donc l'ennemi d'aujourd'hui n'est pas forcément l'ennemi de demain. C'est vraiment, c'est comme
des mouvements pendulaires, ça tourne. La Russie, qui a pendant longtemps été présentée comme étant l'ennemi des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, sous le règne de Donald Trump, vous voyez très bien que les relations sont en train de se reconfigurer. Voilà. Ça se reconfigure. Et même dans vos relations, n'entrez jamais dans les postures de c'est mon ami et que votre ami va demeurer votre ami. Non. Vous avez tous eu des amis qui sont devenus vos ennemis plus tard, qui vous ont trahi, qui vous ont même fait pire que ce que vos ennemis vous ont fait par le passé. Et vous avez tous eu des personnes avec qui vous n'avez pas parlé pendant longtemps, qui sont devenus vos meilleurs amis, vos besties. Ça existe, et même dans les relations internationales, c'est comme ça. Et donc ces relations, n'est-ce pas, évoluent au gré des intérêts. Est-ce qu'on se comprend? La fille qui vous bat aujourd'hui, qui n'accepte même pas vos salutations parce que vous êtes pauvre, elle a même qui va vous dire 10 ans plus tard quand vous serez directeur, c'est pas moi dans l'Union africaine, etc. Mais tu es très mignon, tu es très beau, je n'avais pas vu ça avant. Parce que désormais il y a les intérêts qu'il faut, c'est ça la réalité. Et en relation internationale, l'ennemi de ton ami n'est pas ton ennemi forcément. L'ennemi de ton ami n'est pas forcément ton ennemi. On n'achète pas les problèmes dans la relation internationale. Est-ce qu'on se comprend? Je sais que dans les relations humaines, généralement, l'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Très souvent, si vous êtes loyal, quand tu es loyal, l'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Même s'il n'est pas ton ennemi, il n'est pas ton ami. Mais en relation internationale, ce n'est pas vrai. L'ennemi de ton ami n'est pas forcément ton ennemi. Est-ce qu'on se comprend? Et Donald Trump applique ça très bien. L'ennemi de l'Ukraine, l'Ukraine qui voulait être l'ami des Européens, et donc l'ami de l'OTAN, et donc l'ami des États-Unis d'Amérique. Son ennemi, c'était qui? La Russie. Mais est-ce que c'était forcément l'ennemi de Donald Trump? Non. Donald Trump a dit que vos ennemis ne sont pas forcément mes ennemis. Et d'ailleurs, il est même en train de réchauffer les relations entre lui et Poutine. Il aime bien Poutine. J'aime bien Poutine. I like Poutine. And Poutine also like me too. Oh, we are so fine. Donc, c'est ça en fait. Là, mes amis, on se comprend. Donc, Donald Trump, vous savez, en relation internationale, le mécanisme de règlement pacifique des conflits. Quand le conflit a donc été ouvert entre la RDC et le Rwanda, beaucoup de gens ont émis des critiques à l'endroit du gouvernement congolais. On ne comprenait pas comment le géant RDC ne parvenait pas à neutraliser le Rwanda. Ça, c'est l'avis de certains. Les gens estimaient que le Rwanda face à la RDC, c'était un minuscule, comment on peut dire, rival. Mais ce n'est pas vrai. Quand vous avez une lecture prudente des relations internationales, vous savez très bien que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non. Les choses étaient configurées de sorte que la RDC n'avait pas le moyen de faire cette guerre. Non. Ne me regardez pas comme ça, je ne trahis pas un secret. Mais la RDC n'avait pas les moyens de faire cette guerre. Je vais vous donner les éléments pratiques. Stratégique, puisqu'on est en stratégie. Alors en stratégie, il y a ce qu'on appelle la stratégie. C'est un facteur de la stratégie. Et qu'avant de vous déployer sur un territoire pour faire la guerre, vous devez tenir compte du positionnement de l'entité contre laquelle vous voulez faire la guerre. Vous comprenez? Alors, la morphostratégie, le relief de cet espace-là, le positionnement géographique de l'entité contre laquelle vous allez faire la guerre, le climat, il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. Alors, sur ce plan-là, je vous ai dit, premier indicateur, premier élément, c'est que Goma n'est pas une zone accessible. Goma est une zone périphérique, premièrement. Mais ce n'est pas parce qu'on est une zone périphérique qu'on n'est pas accessible. Mais pire encore, c'est qu'en dehors du fait que Goma soit une zone périphérique, Goma était une zone
inaccessible pour le gouvernement, pour les forces militaires congolaises. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, ce que je vous ai dit que pendant longtemps, Goma était, je veux dire quoi, sous l'emprise d'un groupe rebelle. Donc ce n'était pas sous le contrôle des forces armées congolaises. C'était davantage sous le contrôle du M23. Première chose. Deuxième chose, Goma n'est pas habité par une population congolaise majoritairement. Goma est habité majoritairement par une population d'origine rwandaise. Troisième chose, le centre rwandais est plus proche de Goma que le centre congolais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Kigali est plus proche de Goma que Kinshasa ne l'est. Vous comprenez? Ça veut dire que même en termes de déploiement des troupes, si on doit déployer les troupes, qui arrive en premier? C'est les forces rwandaises qui arrivent. Première, troisième chose. Quatrième chose, il y avait une fragilisation déjà de l'État congolais qui était fragilisé par une succession de crises politiques. C'est-à-dire qu'il y a une succession de crises politiques au Congo. Succession de crises politiques fragilisées de part et d'autre, parce qu'il n'y a pas que Goma, il y a le Kivu, le Nord Kivu aussi qui est déstabilisé. Et il y avait un phénomène qui venait vraiment de sévir dans le territoire congolais. Les Koulouna. Les Koulouna qui avaient pris en otage presque toute la capitale. Donc il y avait ces problèmes à gérer. Le problème de la crise économique qui est là depuis, avec un franc qui est extrêmement dévalué. Le problème des Koulouna, qui n'était pas un problème saisissable facilement. D'ailleurs, le ministre de la Justice qui était derrière l'affaire, j'ai vu qu'il a été traduit au tribunal. Oui, etc. Oui, il était obligé de prendre des mesures fortes pour en assassiner les enfants, etc. Bref. Donc, il y avait ça. Il y a tous ces éléments dans le topo stratégique que je viens de vous donner. Ce n'était pas évident. Ce n'est pas évident de mener une telle guerre. Or, en revanche, vous avez un Rwanda qui, aujourd'hui, est sur un bon pic économique. Le Rwanda fait une croissance économique à 2 chiffres. Tout le monde le sait. 10% de croissance. Le Rwanda, quoi qu'on dise, a quand même les soutiens visibles. Les gens savent ça. Moi, je ne vais pas dire que c'est ici. On m'a dit que c'est diffusé et tout ça. Donc, moi, je ne peux pas dire des choses comme ça ici. Je ne suis pas là pour... Alors, donc, il y a ces soutiens-là qui font que... Alors, et puis, le président rwandais est un monstre froid. Il n'est pas là pour montrer ses dents avec qui que ce soit. Non, lui, tant qu'il a ses intérêts, il fonce. Il fonce clairement. Or, ça, c'est l'approche behavioriste de la politique étrangère des États. Quand vous regardez le président congolais, il est sous l'emprise des pasteurs, des églises de réveil. Je n'ai aucun problème contre les églises de réveil. Mais quand au moment où on est en train d'assassiner tes populations, les gens te disent, mets-toi à genoux, prie, évoque le bon Dieu, il viendra te sauver de la situation. Pendant que tu pries, l'autre charge ses munitions. Et quand tu ouvres les yeux pour dire, Amen, on a déjà mis ici la pauvre, Dieu ne viendra pas te sortir de cette situation. Et on a très bien vu qu'il y a des vidéos qui ont d'ailleurs circulé. En période de crise, le gars s'enfermait avec les pasteurs pour prier, chanter. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Au nom de Jésus, feu, fire. Non, ce n'est pas ça qui résout le problème. Donc vous avez un bat en guerre et de l'autre côté vous avez un gars qui prie. Qui fait la guerre mieux que l'autre? C'est celui qui est un bat en guerre. Est-ce que le prêtre peut faire la guerre mieux que le soldat? Non. Si vous voulez faire la guerre, toi tu es un prêtre, moi je suis un soldat, je t'assassine, tes prières ne vont pas empêcher de t'assassiner. C'est ça la réalité. Donc c'était une guerre complexe. Et qu'est-ce que le président congolais a privilégié? C'était la voie de la médiation. Encore que la voie de la médiation n'est pas un signe de faiblesse. C'est aussi de la stratégie. Vous comprenez? C'est-à-dire que si demain, vous êtes chef d'État, vous êtes attaqué par un État, un autre État, faites les calculs rapides. Ok, même si je vais gagner la guerre, qu'est-ce que je vais perdre? Même si je dois gagner la guerre, qu'est-ce que je perds? Alors, mais maintenant, si j'opte pour le règlement pacifique, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds?
évaluez un peu les deux, vous comprenez, et faites le bon choix. Faites le bon choix. Bon, ok, en gagnant la guerre, je vais perdre une centaine de milliers de mes populations. En faisant la guerre, je vais perdre des milliers, des milliers, des milliards de francs. En faisant la guerre, je vais perdre des milliers, des milliers de matériel. En faisant la guerre, pour reconstruire, je devrais mettre une telle somme. En faisant la guerre, quand vous faites le ratio, vous dites, ok, si j'opte pour la négociation, si j'opte pour la médiation, si j'opte pour la voie juridictionnelle, je perds ceci, mais c'est quand même moins que perdre ces milliers de populations, c'est moins que perdre ces chars de guerre, c'est moins que perdre des milliers, des milliards. Optez pour la voie pacifique. Est-ce que je comprends? Et donc, sur ce plan-là, je fais peut-être partie des rares analystes qui pensent que le président Tshisekedi a fait le bon choix. Contrairement à ce qu'ils disent que non, c'est un géant, il aurait pu aller en guerre, etc. Non, il a fait le bon choix. Je crois qu'il a fait le bon choix. Maintenant, en faisant le bon choix, il a choisi peut-être la mauvaise personne pour la médiation, Donald Trump. Mais pourquoi la mauvaise personne? Parce qu'on voit très bien que Donald Trump, lui, il est dans une politique de l'allègement. Les intérêts américains partout dans le monde, ici, je n'ai pas mes intérêts là. Il n'est pas diplomatique dans ses manières de faire. Il vous le dit ouvertement. Alors, les gars pouvaient prendre un autre médiateur, peut-être un médiateur africain, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a une crise de la personnalité en Afrique. Quand vous regardez un peu le chef d'État africain, là, présentement, qui peut jouer le rôle d'un bon médiateur? Dites-moi. Il y a une crise, mais lui, il est réputé grand médiateur de l'administration de Soudan. Il est réputé grand médiateur en Afrique centrale. Aujourd'hui, de plus en plus, on le présente comme étant le meilleur. Voilà. Le patriarche, c'est pour lui. On fait le micro comment ici? On fait le micro comment? Parce qu'il y a des choses que pour moi, le micro doit être fait. Non, ça va. Oui. C'est de la déclaration de Donald Trump au gouvernement sur l'exploitation de la zone fragilisée contre la RDC. De cette déclaration qui s'y opposera tombera dans un conflit contre les États-Unis. Bien sûr. Bien sûr. Et ça a toujours été suivi. Vraiment, c'est le cours de stratégie. On va souvent faire beaucoup de projets stratégiques. Aux États-Unis d'Amérique, il existe à peu près 4 grandes doctrines stratégiques. Vous avez la doctrine Monroe, vous avez la doctrine Clinton, vous avez la doctrine de la Lechman, et vous avez la doctrine Bush. La doctrine Bush, dans les années 2002, 2020, 2003. C'est ce qu'on appelait l'unilatéralisme américain. Je n'ai pas dit l'unipolarité, non. J'ai dit l'unilatéralisme américain. Alors, lorsque Bush arrive au pouvoir, il est confronté par le phénomène terroriste qui vient de prendre l'ampleur en 2001. Saddam Hussein, avec, voilà, il décide de détourner un avion américain, qui va bombarder les tours jumelles du World Trade Center. Et George Bush va mettre sur pied une doctrine stratégique qui va provoquer un tollé sur la scène internationale. Il va dire ceci. Partout où se trouvent les terroristes, nous allons les traquer. Et si ces terroristes sont installés sur un territoire étatique donné, nous allons demander à l'État de les exposer, de collaborer avec nous dans l'optique de les éradiquer. Si cet État refuse, cet État est considéré comme étant un État terroriste et donc comme un ennemi des États-Unis d'Amérique. Donc on est parti d'un premier principe. Premier principe, il faut traquer les terroristes partout où ils se trouvent dans le monde. Premier principe. Deuxième principe, parce que vous savez qu'il avait dit on ne négocie pas avec les terroristes. Deuxième principe, chaque État qui va abriter un groupe terroriste sera amené à collaborer avec les États-Unis d'Amérique dans l'optique d'éradiquer ce groupe. S'il refuse, il est considéré ipso facto comme étant un État terroriste. Là, ils appellent les États voyous, l'axe du mal.
Et donc, à partir du moment où il est considéré comme l'État terroriste et que nous avons dit que nous devons traquer les terroristes partout où ils se trouvent, nous avons traqué cet État. Vous comprenez? Alors, quand il prend cette décision, il savait qu'à l'époque, le groupe terroriste AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, était davantage installé en Afghanistan, en Irak, machin, etc. Et il va demander au gouvernement irakien de collaborer avec lui. C'est lui qui était président de l'Irak à l'époque, Saddam Hussein. Le gouvernement irakien va dire non, ce sont nos populations et tu ne vas pas nous demander, comment mon cher? Alors tu ne vas pas nous demander de faire la guerre à nos populations. Ce n'est pas possible. Alors, George Bush va introduire une requête auprès du Congrès américain pour intervenir en Irak. Le Congrès ne va pas lui donner le OK. Mais puisque ça relève de la politique étrangère et donc d'un des domaines exclusivement réservés au président américain, c'est-à-dire qu'il joue du veto devant l'Assemblée et devant le Congrès américain. Il va décider de manière unilatérale d'aller faire la guerre à l'Irak et de traquer le président irakien, Saddam Hussein à l'époque. Et le président irakien sera traqué. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Maduro. Il sera traqué, il sera jugé et il sera condamné à mort. On va le pendre et ce sera diffusé. Est-ce que vous voyez un peu la philosophie cachée derrière cette doctrine? C'est une doctrine à la fois dissuasive mais aussi réaliste qui permet aux États-Unis d'Amérique de réaffirmer leur puissance hégémonique. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait des thèses déclinistes qui émergeaient, qui faisaient de part et d'autre. Des gens qui s'amusaient à dire que les États-Unis d'Amérique ne sont plus la première puissance mondiale. On n'a pas dit que les États-Unis d'Amérique sont la puissance exclusive du monde, non. Mais il faut quand même reconnaître que les États-Unis d'Amérique demeurent la première puissance mondiale. Sauf que cet avis a été contesté par des spécialistes, par des auteurs, par des analystes. C'est ce qu'on va appeler les thèses déclinistes de la puissance hégémonique américaine. Est-ce que vous comprenez? Donc George Bush va essayer de restaurer l'hégémonie américaine sur la scène internationale. Ça ne va pas faire long feu, parce qu'après George Bush, on aura les démocrates qui vont arriver là et qui vont changer de doctrine stratégique. La doctrine stratégique démocrate est essentiellement ancrée sur la doctrine Clinton, la Reichman. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, c'est les méthodes pacifiques, le soft power, machin, comment il s'appelle? Barack Obama va venir avec, il va consolider cette doctrine-là. Il faut faire la paix, il faut préserver etc., machin, etc. Sauf que quand il va partir, Donald Trump va venir, il va voir comment les choses se passent. Il ne va pas pouvoir briguer un second mandat, mais quelques années après, il va revenir. Il va revenir et il va véritablement chercher à mettre en application les assumptions de la doctrine Monroe, qui avait déjà été mise en application par Bush à l'époque en 2000. Vous comprenez? Vous allez voir, Donald Trump, chaque fois qu'il mène une action, il ne se fond pas, il ne se dilue pas dans les discours diplomatiques. Non. Il vous dit clairement la position qui est la sienne. Clairement, il ne se fond pas, il ne se cache pas, il ne fait pas semblant. Non. Il vous dit clairement que voici ce que j'ai pensé et voici ce que j'ai fait. Quand il a fait enlever Maduro en Afghanistan, au Venezuela, avec son épouse, alors les gens ne savent pas dans quelles circonstances il aurait enlevé Maduro et son épouse. Mais imaginez que Maduro et son épouse soient en train de... Voilà. Et puis on vient vous enlever comme ça. Parce que personne ne sait comment, dans quelles conditions on les a enlevés. Mais imaginez que les gars étaient en train de faire. C'est quand même assez inhumain, non? C'est humiliant. Mais quand on fait les relations avec les gens, on ne parle pas comme ça.
Il faut enlever la morale. Les considérations éthiques et morales, il faut vous départir de ça. C'est réaliste. Dites ça comme ça, que c'est réaliste. Et vous allez pleurer qu'on ne peut pas enlever un président comme ça, c'est inhumain, oh, c'est sauvage, c'est barbare. Mais ça, c'est pour vous. Il n'y a que les pauvres et les impuissants comme vous qui tenez de tels propos. Quand on est puissant comme Donald Trump, on sait que c'est normal. Voilà un individu qui veut compromettre les intérêts des États-Unis d'Amérique, alors qu'il n'a pas les moyens de le faire. On lui montre qu'il est insignifiant. Et vraiment, on le lui a montré. C'est en un laps de temps, on est allé en Angleterre avec son épouse. Ça signifie qu'ils étaient peut-être dans leur chambre. Vous voyez un peu, c'est le lieu le plus intime de l'individu. C'est la chambre. Donc on vient t'enlever de ta chambre, tu es président de la République avec ton épouse. Et quand on t'enlève, on fait un discours pendant lequel on dit que les États-Unis d'Amérique, on rappelle que les États-Unis d'Amérique sont la première puissance militaire du monde. Je crois que Donald Trump a pris le temps de rappeler le budget consacré à l'armée américaine. Si vous avez vu cette sortie médiatique, il a rappelé que nous investissons tel nombre de milliards de dollars américains pour notre armée. Nous avons tel nombre effectif, c'est un effectif de plus d'1 million de soldats, ce n'est pas négligeable. Je crois derrière la Chine et l'Inde. Mais c'est une armée qui est bien formée, qui est bien outillée. Il vous rappelle ces éléments-là. Malheur à celui qui va oser lever la tête. Et nous allons gouverner le Venezuela jusqu'à nouvel ordre. Il a dit. Et il a prévenu à la dame qui est là que si tu fais tes mini-bacs là, tu vas subir pire, encore pire que ce que tu vas subir sera encore pire que ce que ton prédécesseur a subi. Voilà la démonstration de la puissance. Et Donald Trump ne va pas s'arrêter là aujourd'hui pour réaffirmer l'hégémonie américaine. Il va le faire avec Emmanuel Macron. Il dit Emmanuel Macron, j'ai appelé le jeune homme et j'ai dit au jeune homme, tu vas augmenter. Le jeune homme m'a dit qu'il ne peut pas. Emmanuel Macron, il parle d'un président de la République comme ça. Et je lui ai dit, tu vas le faire. Il a dit, non. Et puis il a repris, mais quelques secondes après, il m'a rappelé, il m'a dit, oui, vous voyez un peu. C'est quand même, et c'est ça être puissant. Mes amis. Donc, quand le Rwanda et la RDC le saisissent, c'est parce qu'effectivement, c'est une grande puissance, sa parole pèse. Vous comprenez un peu. En tant que médiateur, même si on dit que le médiateur se limite aux propositions, mais quand vous saisissez Donald Trump, en réalité, c'est pour trancher. C'est quand même les États-Unis d'Amérique. Donc, il va dire, il va faire ce qu'il a à faire, mais après, il va faire une sortie, au cours de laquelle il va rappeler que, bon voilà, j'ai fini de faire mon job, maintenant il ne me reste plus qu'à venir exploiter les ressources dans cette zone-là. Et je vais le faire. Il a dit, je vais le faire, nous allons le faire. Et qu'est-ce qui va empêcher aux États-Unis de le faire? C'est la question que vous me posez tout à l'heure. Oui, monsieur, mais si le conflit qui opposerait le côté est de la RDC face au Rwanda, on ne traitera pas ça de guerre, on peut le qualifier de quel type de crise? Parce que l'économie est touchée, les populations ne peuvent pas travailler, ne peuvent rien faire, et l'armée est impliquée depuis toujours. On peut qualifier de quel type de crise si ce n'est pas la guerre? Oui, je vous ai expliqué en fait. Je vous ai dit ceci. Dans la catégorisation, vous comprenez, vous allez voir que dans la catégorisation des conflits armés, vous allez souvent entendre parler de tensions. La tension n'implique pas forcément l'affrontement. Vous comprenez? Vous allez souvent entendre parler de crises. La crise implique l'affrontement. Vous comprenez? Et une paralysie parfois de la vie économique telle que vous êtes en train de vivre. Je vous parle des emplois. En RCA, on a difficilement parlé de la guerre en RCA. Donc on dit la crise centrafricaine. Vous comprenez? Pourquoi? Je vous ai dit, parce que les partis en crise appartiennent à une même entité. Vous avez la CLK, vous avez les anti-Balaka, vous avez le gouvernement. Vous comprenez? Dire guerre a une connotation péjorative. Ça donnerait l'impression que le gouvernement centrafricain
fait la guerre à la population centrafricaine, à une partie. Pour le cas de la RDC, Je comprends, j'en viens. Et je vous ai dit qu'en RDC, la RDC est un pays en crise depuis des décennies déjà. Vous comprenez? Et j'ai dit qu'il y a une succession de crises qui sont à la fois des crises politiques, des crises sécuritaires. Si vous prenez la RDC jusqu'à aujourd'hui, c'est une succession de crises. Succession économique, c'est-à-dire qu'ils ont une monnaie qui est très faible, dans une dévaluation économique, une dévaluation financière à outrance. Récession économique depuis des années. Donc crise économique. Crise sécuritaire depuis des années, qui ne touche pas que Goma, qui touche plusieurs zones du pays. Kivu, Goma, et même la capitale. Je vous ai dit que juste avant le déclenchement ouvert du conflit avec le Rwanda, il y avait le phénomène des Kuluna. Vous comprenez? C'est une crise. Mais maintenant, quand le conflit est ouvert avec le Rwanda, on pouvait parler de la guerre s'il avait mis long et qu'il avait provoqué, je vous ai dit, 1000 morts au moins par an. Les 1000 morts au moins par an ont été causés pendant des années, mais ce n'était pas dans le cadre d'un conflit ouvert entre deux États. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'où donc on préfère donc parler de crise. Crise en RDC. Maintenant, il y a des gens, dans la lecture, dans l'analyse, il y a des gens qui vont dire la guerre en RDC. Et je vous ai dit que la catégorisation varie parfois en fonction des enjeux et des intérêts. Si je prends l'exemple du Cameroun, beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition vont vous parler de la guerre au Nozo. Vous comprenez? Il est dans son rôle, c'est un opposant. Il sait qu'en disant guerre au Nozo, ça attire beaucoup plus d'attention. Ça peut attirer l'attention de la communauté internationale. Vous comprenez? Mais un membre du gouvernement ne parlera pas de la guerre au Nozo. D'ailleurs, un ministre avait voulu parler à un moment donné de terrorisme. On l'a débarqué de ce poste rapidement. Vous comprenez? Je vous assure que même lorsque vous dites guerre sécessionniste, ou sécession, ou guerre séparatiste, il y a des gens qui n'aiment pas ça. On vous dit que non, vous êtes en train de vouloir insinuer que... Donc, on préfère parler de la crise anglophone. Vous comprenez? Cela ne signifie pas que les éléments de la guerre ne sont pas réunis. Mais il y a une prudence, il faut être prudent dans... Et donc, généralement, le concept de crise est un concept qui permet de rendre compte d'une multitude de phénomènes. Ça permet d'être subtil. Donc, les gens préfèrent davantage parler de la crise que de la guerre. Mais si vous avez toutes les conditions qui sont réunies, et que vous êtes sûr qu'en évoquant le terme guerre, vous n'êtes pas susceptible de condamnation, vous le faites. Vous comprenez? Voilà. Mais quand ça oppose généralement deux États et que le nombre de morts que je vous ai indiqué là est produit, on parle facilement de guerre. Guerre russo-ukrainienne, là c'est facile. Vous comprenez? Oui. Mais quand c'est vraiment en interne, là, difficilement on va vous parler de la guerre. On peut faire parler de crise. Même si les éléments sont là. Est-ce que ça va? Donc, vraiment, vous avez quoi de... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ce cours? Oui. Délégué, vous allez me donner votre contact pour le support du cours.
appelez comment? Présentez-vous.